Bien. Alors, on va donc parler aujourd'hui de la culture produit. On va parler de la culture produit et pour, pouvoir définir la culture produit, on va être obligé aussi de parler de la culture projet qui est actuellement et depuis de très, très, très nombreuses années, la culture dominante dans les entreprises. Culture produit, culture projet, mais déjà, on va répondre à une question. Qu'est-ce qu'on appelle culture? Après tout, voilà, il faut peut-être commencer par définir les termes. Qu'est-ce qu'on appelle une culture? Qu'est-ce qu'on appelle une culture d'entreprise? Eh bien, pour le faire de manière très simple, hein, je ne vais pas rentrer dans un cours de sociologie ou d'anthropologie, ce n'est pas du tout le sujet, mais en 2 mots, la culture, c'est tout simplement ce qui va nous définir, nous, en tant que groupe, ce qui va être notre spécificité en tant que groupe par rapport aux autres groupes. C'est ce qui nous définit, nous, ce qui nous différencie, nous, par rapport aux autres groupes. Partant de là, donc, si on veut un petit peu plus focaliser sur la culture d'entreprise et donc expliquer un petit peu pourquoi on va parler de culture produit, eh ben, on peut se baser sur, la pyramide de Dilts, D-I-L-T-S, hein, Dilts, pour ceux qui ont envie de chercher, d'approfondir un petit peu ce sujet. La pyramide de Dilts, c'est tout simplement la pyramide des différents niveaux logiques. Et comment elle doit s'interpréter, cette pyramide? Eh bien, elle va simplement nous dire que quand on a un souci qui est du type d'un des niveaux de la pyramide, pour réussir à résoudre ce souci, il va falloir aller intervenir sur les niveaux au-dessus. C'est-à-dire, quand on est une entreprise et qu'on a envie de changer de stratégie, qu'on a envie de faire un changement organisationnel profond, donc on est au troisième niveau, hein, au niveau capacité stratégie, eh bien, si ça ne marche pas, et pour ceux qui ont déjà vécu des changements profonds de stratégie dans les entreprises, hein, souvent, ça ne se passe pas tout seul, eh bien, il ne faut pas travailler sur la stratégie. Ce n'est pas forcément la stratégie qui n'est pas bonne, mais le problème, il va se situer au-dessus. Il va se situer, par exemple, au niveau des valeurs et des croyances. Les valeurs, les croyances, ça va donc se situer au niveau de la culture de l'entreprise. Et donc, si jamais on veut mettre en place une démarche plus orientée produit et abandonner, du moins, mettre en second plan les démarches orientées projet, il va bien nous falloir travailler d'abord sur la notion de culture. C'est pour ça qu'on va parler donc de culture produit. Donc, comme je vous l'ai dit, pour bien comprendre la culture produit, on va d'abord devoir se pencher sur la culture actuellement dominante dans les entreprises, c'est-à-dire la culture du projet. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un projet? Eh bien, bon, si on prend une définition un petit peu formelle, un projet, c'est une entreprise temporaire. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est très, très important à retenir. Un projet, c'est une entreprise temporaire qui est menée dans le but de créer un produit ou un service, quoi qu'il en soit, pour créer un résultat unique. Donc, bon, on va passer un petit peu rapidement parce que j'imagine que des projets, vous en avez tous déjà vécu de l'intérieur, accompagnés, etc. Mais bon, très très basiquement, un projet, comment ça va se passer? On a une idée, on définit cette idée, on réalise cette idée et on livre le résultat de notre projet. Et qu'est-ce qui va nous permettre de dire que notre projet est une réussite? Du moins, quels sont les 3 indicateurs principaux de notre projet? C'est le respect du périmètre fonctionnel, le respect du délai de notre projet et le respect du budget. Ce que l'on doit faire, pourquoi on doit le faire et combien on est prêt à mettre pour atteindre ce résultat. Voilà, donc ça, hein, c'est ce que l'on va appeler le triangle de fer, hein, que j'imagine un certain nombre d'entre vous connaissent déjà. La date, le budget, le périmètre et peut-être la qualité. Souvent, la qualité reste malheureusement la première variable d'ajustement des projets. Donc, un projet est censé être une réussite à partir du moment où les différentes contraintes ont été respectées. J'ai fait ce que j'avais prévu de faire dans les délais, en respectant le budget qui était imparti. Mon projet est une réussite, on peut sortir le champagne. Bien.
Bon, alors, si on prend un petit peu de recul, dans les faits, on va se rendre compte que les projets qui réussissent, c'est loin d'être la norme. Sur les projets en suivant des méthodes classiques, type méthode en cascade, type le cycle en V, on a moins de 20% de réussite. Bon, là, c'est les résultats d'une étude. Il y en a d'autres qui existent et les chiffres peuvent varier un petit peu, quelques pourcentages en plus ou moins, mais en tout cas, on reste sur ces ordres de grandeur-là. 15-20% de réussite, et même sur les projets en méthodes agiles, on va arriver à des projets qui vont avoir, oui, 40% de réussite, mais on reste quand même en dessous de la moyenne, en dessous des 50% de réussite. C'est quand même très très faible. On a peu de projets qui réussissent. Et pourtant, pourtant des produits informatiques, on en a plein. Donc, il y a peut-être déjà un petit problème sur cette culture du projet. Et la satisfaction du client dans tout ça. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle le client sur un projet? Le client, c'est la personne qui nous paye pour faire le projet. D'accord? Ce n'est pas forcément la personne qui va payer pour utiliser le résultat du projet, c'est la personne qui nous paye pour faire le projet. Et donc, la satisfaction du client, c'est très simple. Le client est satisfait à partir du moment où le projet est une réussite, c'est-à-dire à partir du moment où nos critères de réussite du projet, donc encore une fois, le périmètre, le coût, le délai, si on rencontre ces contraintes, alors le client sera satisfait. Bien. Par contre, il y a quelqu'un qu'on oublie dans tout ça, dans le mode, dans la culture du projet, il y a quelqu'un qu'on oublie, du moins, il y a quelqu'un dont on va prendre l'avis après, c'est l'utilisateur. Et l'utilisateur, pour le coup, c'est la personne qui va vraiment se servir de ce que l'on a fait, qui va vraiment utiliser le produit que l'on a créé. Et alors, la satisfaction de l'utilisateur, elle est décorrélée. On va vraiment la considérer dans un second temps. D'abord, le projet est une réussite, bravo, très bien, on se félicite, on a le droit à une petite tape dans le dos, et après, le résultat de notre projet va vivre, et là seulement, on va s'intéresser au fait, est-ce que l'utilisateur est content, est-ce qu'il se sert de notre produit, qu'est-ce qui se passe derrière. Donc, elle est vraiment décorrélée de la réussite du projet. Et là, ça va nous donner un paradoxe assez intéressant. C'est qu'on peut très bien avoir un projet qui a abouti, mais qui va donner lieu à un produit qui ne sera pas utilisé. Et à l'inverse, on peut très bien avoir un projet qui va être un fiasco, où on va exploser le budget et les délais, où on ne va pas forcément faire ce qui est prévu au départ, et néanmoins, on va avoir créé un produit qui va être un véritable succès. Donc, on a vraiment une décorrélation de ces deux notions-là. Quelques exemples très rapides. Windows. Windows, il ne me semble pas me souvenir, alors maintenant, moi j'ai commencé à utiliser Windows à la version 3.1 si je me souviens bien, mais je ne me souviens pas d'une seule version de Windows qui soit sortie dans les temps, ou qui soit sortie avec un niveau de qualité acceptable. Ceux qui parmi vous ont pu utiliser Windows XP avant le Service Pack 2, c'était franchement pas une réussite. Néanmoins, même si d'un point de vue projet, c'était pas des réussites, d'un point de vue produit, ça va, Microsoft se porte très bien, merci pour eux. On a un autre exemple, alors dans un domaine un petit peu plus ludique, Final Fantasy XV. Je ne sais pas si parmi vous il y a des gamers. Final Fantasy XV, au moment où il est sorti sur la PlayStation 4, pardon, c'est un jeu donc, qui est sorti avec plusieurs années de retard. Ça a été une véritable arlésienne dans le monde du jeu vidéo, un projet sans cesse repoussé, retardé, on remet de l'argent dedans, on redécale la date de sortie. Néanmoins, à la sortie de ce jeu, ça a été le plus gros succès commercial sur la PS4. Bon, alors, la sortie date de quelques années, peut-être que maintenant il y a d'autres jeux qui ont réussi à battre ce record-là, je ne sais pas, mais néanmoins, on a là, encore une fois, un exemple d'un projet qui, d'un point de vue purement indicateur, est un échec. On n'a pas respecté ce que l'on avait prévu de faire. Et néanmoins, d'un point de vue produit, d'un point de vue commercial, on est face à un véritable succès. À l'inverse,
La photo en dessous, là, vous vous demandez peut-être ce que c'est. Ben, c'est une vue de Google Maps d'une magnifique route et un magnifique rond-point dans le désert. Voilà, une route qui a été faite donc qui respecte parfaitement son cahier des charges. Elle est faite exactement comme elle est censée être faite. Elle a été faite en respectant totalement son budget, totalement son délai. Et elle ne sert à rien parce que la suite du projet, donc un deuxième projet qui devait être la construction d'un lotissement, n'a simplement pas eu lieu. Donc on a un projet qui est une vraie réussite, hein, pas de problème, là encore, on peut sortir le champagne et se taper dans le dos. On a bien respecté tous nos critères, mais au final, on a quelque chose qui ne sert strictement à personne, à part éventuellement aux motards qui veulent s'entraîner pour passer le permis, mais sinon, cette route n'est juste pas utilisée. Donc un projet qui est une réussite, un produit qui est un véritable échec. Alors, avant d'aller plus loin, déjà, donc je me tourne vers mon camarade Grégoire. Est-ce que tu as quelques questions, quelques remarques? Pour l'instant, pas de question, il y a juste une citation de Yann à la rigueur qui est intéressante, qui est «Si vous n'avez pas honte de votre produit, c'est que vous l'avez sorti trop tard». Une citation de Reid Hoffman, Ah, et du coup, intéressant. qui s'inclut totalement dans la suite de cette conférence. Mais je te rends la main, il n'y a pas de question pour le moment. Ok, parfait, merci. Alors, maintenant qu'on s'est un petit peu penché rapidement sur ce qu'était un projet, donc on va s'intéresser à ce que c'est un produit. Bon, alors évidemment, on ne va pas s'arrêter à cette définition mathématique qui n'est pas exactement la nôtre. Pour nous, un produit, c'est un bien ou un service. Un produit n'est pas forcément quelque chose de tangible, quelque chose de construit au sens matériel du terme. Donc, un bien ou un service qui résulte du travail, qui résulte d'une fabrication. Alors, comment ça marche un produit? Un produit, on n'a pas la même notion de temporalité qu'un projet. Un produit n'est pas quelque chose avec, d'entrée de jeu, une date de péremption. Donc là encore, un produit, ça va naître d'une idée, on va construire notre produit, et puis on va la mettre dans les mains de nos utilisateurs. Et nos utilisateurs vont s'en servir, et on va avoir des retours de la part de nos utilisateurs. Et les retours peuvent aussi être, les utilisateurs ne s'en servent pas, c'est un retour assez puissant sur notre produit. Et donc ça va pouvoir faire générer de nouvelles idées, des modifications et un produit amélioré, un produit étendu. Et là encore, on va pouvoir mettre en place des boucles de feedback. Donc ce qui est très important à comprendre quand on parle d'un produit, c'est que le produit ne s'arrête pas au moment où on l'a créé, mais le produit va pouvoir vivre et va pouvoir évoluer dans le temps. Et ça va donc nous amener à trois nouveaux indicateurs qui vont être, pour le coup, peut-être plus pertinents que les indicateurs de la culture projet. En effet, plutôt que de s'intéresser au budget, on va peut-être s'intéresser au retour sur investissement. C'est-à-dire que, alors évidemment, hein, quand on commence à travailler sur un produit, on va se fixer un budget, mais ce n'est pas forcément grave de dépasser le budget si le gain que l'on espère derrière est encore plus élevé. D'accord? Donc, plutôt que de regarder juste l'argent que l'on dépense, on va plutôt comparer l'argent que l'on dépense à l'argent que l'on gagne, ou que l'on espère gagner dans un premier temps. Donc, une notion de retour sur investissement est probablement plus pertinente que uniquement une notion de budget. Le deuxième indicateur qui va nous intéresser, c'est la satisfaction des utilisateurs. Je dis bien des utilisateurs, pas du client. La satisfaction des utilisateurs qui va pouvoir venir remplacer le respect du périmètre. Autrement dit, OK, au départ, on va réfléchir à un premier périmètre, on va réfléchir à ce que l'on veut mettre dans notre produit, mais ce qui va faire la réussite de notre produit, ce n'est pas le fait d'avoir exactement fait à la virgule près ce qui était prévu, mais d'avoir fait quelque chose qui, au final, va satisfaire nos utilisateurs. Et probablement qu'entre notre idée de base et le produit qui sera effectivement fait, il y aura énormément de changements, énormément d'évolutions. Donc la satisfaction de l'utilisateur final plutôt que le respect d'un périmètre prédéfini. Et le troisième indicateur qui va être intéressant au niveau de notre produit, c'est le time to market.
plutôt que le respect du délai. Le time to market, on pourrait le définir sur être sur le marché au bon moment, arriver au bon moment sur le marché. Dit autrement, des fois, effectivement, notre délai, on doit y tenir, on ne peut pas y couper. Vous êtes en train de travailler sur un site de e-commerce et vous faites la vitrine de Noël. Évidemment que vous n'allez pas la sortir au mois de janvier. C'est trop tard, vous avez loupé le coche, vous pouvez laisser tomber. À l'inverse, il y a d'autres produits où si jamais on décale la date, si jamais on repousse la date, eh ben, au final, ce n'est pas grave du tout. Alors, ce n'est pas grave d'un point de vue du produit, évidemment, ça aura des impacts budgétaires, etc. Mais le respect de la date en tant que tel n'est pas forcément une vraie contrainte et changer la date n'est pas forcément pénalisant. Si vous êtes en train de travailler sur un produit en interne, si vous êtes en train de travailler sur un produit sur lequel vous n'avez pas encore communiqué, repousser la date de 2 mois, ça n'aura pas d'impact commercial, ça n'aura pas d'impact sur la satisfaction. Donc, c'est une possibilité que l'on peut avoir. Donc, plutôt que le respect d'un délai au niveau d'un produit, ce qui va nous intéresser, c'est d'arriver au bon moment sur le marché. D'autre part, un produit, ça va avoir un cycle de vie. Et au niveau de ce cycle de vie, on va pouvoir investir différemment sur le projet. Donc le projet, ça va commencer par un prototype. Un prototype, alors ça peut prendre plusieurs formes. Un prototype, ça peut être à la fois pour tester une faisabilité technique, mais ça peut aussi être l'occasion de tester un marché, de tester un besoin, de tester des utilisateurs. Donc, on commence par quelque chose de petit, on investit peu dessus, on a des premiers retours, et puis donc, on va commencer à créer notre projet, on va créer une première version qu'on va pouvoir mettre à disposition de nos utilisateurs, et donc là, commencer à gagner quelque chose avec notre produit, à générer de la valeur. On a une phase d'industrialisation, donc là, vraiment, ça grossit, c'est là où on va vraiment mettre le paquet sur notre produit, des évolutions, et puis une fin de vie. Un projet, ça a une date de fin que l'on connaît dès le départ. Un produit, lui, on ne sait pas forcément quand est-ce qu'il va se terminer, mais on sait qu'à un moment ou un autre, notre produit, il va s'arrêter. Donc ça, c'est le cycle de vie de notre produit. Donc les critères de succès, je ne reviens pas dessus. Time to market, retour sur investissement, satisfaction. Donc voilà pour un petit peu définir ce que l'on entend par produit, ce que l'on entend par culture produit. Alors déjà, là-dessus, Grégoire, des questions? Alors, il y a juste une remarque de Mustapha, mais de souvenir, tu vas aborder le sujet un peu plus tard. Et l'idée, c'était de savoir que le produit est aussi le résultat d'un projet. Donc, du coup, il y a la notion de Tout à différenciation à fait, avoir entre les deux. tout à Et fait. je laisserai venir après. Effectivement, on va pouvoir en parler dans la suite. Mais très bonne remarque. Alors, partant de là, quelles sont les différences d'approche? Pour le moment, là, on a juste donné quelques définitions, mais dans les faits, concrètement, avoir une approche projet, avoir une approche produit, quelles vont être les différences fondamentales? Eh bien, tout d'abord, la première grande différence que l'on va pouvoir trouver, c'est au niveau de l'équipe. Quand on est dans un mode projet, on constitue une équipe au début du projet. À la fin du projet, l'équipe est dissoute et on va répartir les ressources sur de nouveaux projets, liés ou pas au produit que l'on vient de créer. Donc une équipe projet, elle est comme le projet, elle a une date de fin, elle a une date de péremption. Quand on est dans un mode produit, on va essayer de garder des équipes sur le long terme. L'équipe est associée au produit. Donc, tant que le produit vit, l'équipe vit. Alors, évidemment, on ne va pas obligatoirement garder une équipe de 10, 20, 30, 50 personnes tout le long de la vie de notre produit. Évidemment que notre produit, il y a des moments où on va avoir besoin de beaucoup de monde, où on va avoir une évolution majeure à faire, et il y a des moments où on est juste sur une période de maintenance et l'équipe va être grandement réduite. Mais l'idée dans la culture produit, c'est de garder toujours un cœur, un noyau de personnes, un noyau de connaissances sur un produit
pour éviter, alors je ne sais pas si vous avez déjà connu ces situations-là, mais moi, en tant qu'ancien développeur ou chef de projet, ça m'est arrivé de devoir faire l'évolution d'un produit et juste qu'on me donne la documentation plus ou moins bien faite, et puis c'est tout. Et personne, il ne restait personne dans l'organisation qui n'avait jamais travaillé sur ce produit-là. Donc on lance un nouveau projet sur un produit existant avec uniquement des personnes qui ne connaissent pas le produit en question. Donc dans la culture produit, étant donné que nos équipes sont construites autour des produits, on a toujours un noyau dur de personnes, donc on a toujours cette connaissance qui va pouvoir perdurer tout du long. Et on va essayer vraiment de la garder, cette connaissance-là. Ce qui nous amène naturellement à la deuxième grosse différence, c'est la maintenance, la notion de maintenance. Dans le mode projet, trop souvent, ce que l'on a, c'est, comme je vous l'ai dit, le projet se termine, l'équipe est dissoute, le résultat de notre projet, donc le produit que l'on vient de créer, est envoyé en maintenance par une équipe. On va souvent parler de TMA, par exemple, tierce maintenance applicative, une équipe où malheureusement, souvent, il n'y a strictement personne dans cette équipe de maintenance qui a participé à la création du produit. C'est une nouvelle équipe. Alors oui, on va essayer d'avoir plus ou moins rapidement une phase de passage de connaissances, mais ce ne sont pas les personnes qui ont créé le projet, qui ont participé au projet, qui vont maintenir le résultat du projet. Alors, outre la perte de la connaissance, on a un deuxième gros problème, un effet pervers là-dessus, c'est la qualité. Je suis en train de travailler sur un projet, je suis pressé par le temps, j'ai un délai qui ne doit pas bouger, j'ai un budget à tenir. Eh bien, la première chose que je vais sacrifier, ça va être la qualité, et je vais la sacrifier d'autant plus facilement si je sais que ce n'est pas moi qui va devoir assumer le manque de qualité derrière. C'est quelqu'un que je ne connais pas, une autre équipe probablement, un prestataire, peut-être quelqu'un en Inde. Ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai un projet à terminer dans les temps, je vais y arriver, tant pis pour la qualité. Dans la logique du produit, donc quand on est en culture produit, eh bien, comme on l'a dit, on a une équipe qui reste focalisée sur notre produit tout le long de la vie du produit. Donc, cette équipe va aussi en assurer la maintenance. Et donc là, c'est la citation que vous voyez, donc qui nous vient d'Amazon. Alors, on peut penser ce qu'on veut d'Amazon en termes de respect du droit du travail ou quoi ou qu'est-ce, ce n'est pas le sujet ici, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, ce que l'on peut reconnaître à Amazon, c'est qu'ils ont un produit qui fonctionne. Et donc, il y a cette citation et cette philosophie qu'ils ont au niveau de leurs équipes de développement, c'est « you build it, you run it ». Tu le crées, tu le maintiens. Et donc, ce sont les mêmes personnes qui créent le produit et qui vont en assurer la maintenance derrière. Et là, directement, juste en mettant en place ce principe-là, vous êtes certain que votre qualité ne devient pas une variable d'ajustement. Si je sais que tous les défauts de qualité que je peux produire à l'instant T, c'est moi qui vais devoir les assumer dans 2 semaines, 3 mois, 1 an, peu importe, je vais naturellement faire attention à la qualité. La qualité ne va plus être considérée comme une variable d'ajustement, ne va plus être considérée comme un coût, mais va être considérée comme étant un investissement. Je vais prendre un petit peu plus de temps maintenant pour faire les choses bien, et plus tard, ça va me faire gagner du temps. Voilà. Donc, la culture produit va intrinsèquement nous encourager à mettre en place des produits de qualité, là où dans la culture projet, la qualité est trop souvent une variable d'ajustement. Le troisième point, on s'arrête quand? Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, pour qui l'illustration au centre de ce slide pourrait être un petit peu obscure, je vous invite à aller chercher ce qu'était un tam-tam, ce qu'était un pager à la fin des années 90, si je ne dis pas de bêtises, donc l'ancêtre des SMS. Donc, quand est-ce qu'on s'arrête? Pour un projet, c'est pas dur. On va s'arrêter quand on n'a plus de budget ou quand on a atteint la deadline que l'on s'est fixée. Voilà, là, c'est la fin de notre projet. Pour un produit, la fin, c'est tout simplement quand le produit ne génère plus suffisamment de valeur pour en assumer les coûts de maintenance. Voilà. Donc là, ça nous dit que, OK, mon produit ne rapporte plus assez, du moins
c'est pas tant qu'il ne rapporte plus assez, c'est surtout que le retour sur investissement n'est plus là. Les frais que j'engage ne sont pas suffisants par rapport à ce que j'y gagne, que ce soit en termes de valeur produite, que ce soit en termes de notoriété, que ce soit en termes d'argent, peu importe. Hein, la valeur, ça peut se définir de plein de manières différentes. Néanmoins, étant donné que ce que me rapporte ce produit ne justifie plus les coûts de maintenance, alors là, oui, bah, c'est le moment où on peut arrêter, où on peut décommissionner un produit. Une autre différence, donc on l'a déjà évoqué tout à l'heure, entre une approche projet, une approche produit, l'approche, la culture projet est centrée client. Bien évidemment que l'utilisateur, on va le consulter, bien évidemment que l'utilisateur va nous intéresser, mais l'utilisateur, trop souvent, il va nous intéresser au tout début, quand on va définir ce dont on a besoin, et encore, on ne l'intègre pas toujours, mais voilà, on va essayer quand même de l'intégrer à notre réflexion, d'aller les interroger, etc. Tout un tas de manières de faire. On peut parler de design thinking, on peut, enfin, voilà, plein de manières d'essayer de mettre en place une interaction avec nos utilisateurs, donc au début de notre projet. Et puis, encore une fois, c'est bon, c'est figé. C'est vraiment ça qui définit le projet. Hein. C'est figé, on y va. On termine notre projet. OK, on a réussi ou pas. Et puis après, eh ben oui, après, on va prendre en compte les résultats de nos utilisateurs. Et après, éventuellement, ça va nous donner l'idée de lancer un nouveau projet. Mais l'utilisateur dans la culture projet, il intervient en dents de scie, ponctuellement. C'est vraiment le client qui va nous intéresser. À l'inverse, dans la culture produit, notre objectif principal, c'est de satisfaire la personne qui va se servir du produit, donc l'utilisateur du produit. Et là aussi, bien évidemment, le client est important, le client reste important. C'est lui qui nous finance, donc bien évidemment qu'il est important. Mais on garde en tête que le but ultime, bah, c'est qu'il y ait des gens qui se servent du produit. Donc, on vise l'utilisateur. Et enfin, la dernière grande différence d'approche sur la culture projet et la culture produit, c'est bah, qui est-ce qui dirige tout ça. Donc évidemment, dans la culture projet, on a des chefs de projet. Et le but d'un chef de projet, c'est de s'assurer que les différents indicateurs, donc respect du coût, de la qualité, éventuellement des délais et du périmètre, donc que ces indicateurs-là soient respectés. Donc on va avoir des chefs de projet. Et pour des produits, on va avoir bien évidemment des product managers. Alors j'ai volontairement ici pas mis le terme product owner qui est très connoté Scrum, mais de manière globale, quelle que soit la manière dont vous travaillez, en culture produit, on a des responsables produits. Et là aussi, le boulot du responsable produit, c'est de s'assurer le respect de nos indicateurs, mais donc de nos indicateurs, retour sur investissement, satisfaction et être là au bon moment. Et qualité, encore une fois, mais cette fois de manière beaucoup plus stricte. Donc voilà les grandes différences d'approche que l'on va pouvoir trouver entre une approche produit et une approche projet. Et je me tourne encore une fois virtuellement vers Grégoire. Du coup, j'en profite pour répondre à une question de Yann et de la partager à tout le monde, qui était de savoir si les slides seraient disponibles en téléchargement en fin du webinaire. Il faut savoir que le webinaire est actuellement en train d'être enregistré, donc vous pouvez le revoir en replay, de toute façon. Il y a aussi une question d'Inès qui hésitait à faire participer l'équipe de son futur produit à cause d'une proposition insuffisante de son client, malgré son apport sur le projet. Donc, selon toi, est-ce qu'elle doit continuer un bout de chemin sur le produit pour se rassurer sur le bon démarrage du produit ou quitter dès le lancement du produit? Alors, Donc, si j'ai bien compris, c'est vraiment est-ce que là, vu que le client ne veut pas s'intégrer pour le moment, est-ce qu'elle continue quand même pour essayer de creuser le sujet ou est-ce qu'elle arrête parce que pour l'instant, elle ne peut pas faire les choses qu'elle aimerait faire? ok, difficile question sans avoir plus d'informations sur le contexte. Moi, j'aurais tendance à dire, dans des cas comme ça, encore une fois, hein, c'est une réponse un petit peu hors contexte, donc qui est peut-être pas 100% pertinente, mais des fois, il faut montrer un petit peu pour convaincre les gens. Donc oui, commençons déjà à travailler un petit peu, montrons ce qu'on est capable de faire, montrons un début de produit, montrons une manière de travailler sur un produit, et ça peut aider à embarquer les gens avec nous.
Voilà, si je ne sais pas si je réponds bien à la question ou pas. Donc je vais continuer. Donc, sur les critères de succès, bon là, c'est juste pour reprendre, surtout que j'aime beaucoup ce dessin de monsieur Henrik Nyberg, donc c'était l'occasion de le remettre, voilà, mais ça reprend juste ce que l'on a dit un petit peu précédemment sur la nature de, la réussite, sur le succès. Donc un projet peut être un succès et on a les stakeholders, donc les parties prenantes, que ce soit les utilisateurs, les clients, notre équipe qui sont contents. Et puis, un projet peut être un succès, mais les stakeholders ne sont pas contents. Un projet peut être un échec et on peut avoir des stakeholders contents. Bref, il n'y a pas de corrélation entre les deux, mais ce qui est important de se dire, c'est que le véritable succès, eh ben, c'est quand nos stakeholders, donc quand nos parties prenantes, sont contentes. Alors, pour reprendre la question qui était mise tout à l'heure, oui, mais j'ai bien besoin de faire un projet pour lancer mon produit. Ah oui, oui, tout à fait, oui. La culture produit, le fait de mettre en place des notions de culture produit, c'est pas là pour nous dire: «Arrêtez, ne faites plus de projets». C'est juste là pour nous dire: «Ne vous trompez pas d'indicateur». Oui, on a besoin de définir, un budget. Évidemment qu'on a besoin de définir un budget. Il faut bien aller, justifier, il faut bien aller débloquer les budgets, parler, différents managers et cetera. Évidemment qu'on va avoir besoin de budget, évidemment qu'il va falloir qu'on fixe une date prévisionnelle. On ne va pas forcément se lancer comme ça dans le flou. Mais il ne faut pas se tromper d'indicateur. Il ne faut pas se tromper dans la hiérarchie de nos indicateurs. Oui, les indicateurs projets restent intéressants à suivre, mais ils doivent être subordonnés aux indicateurs produits. Ce sont les indicateurs produits qui sont nos indicateurs les plus importants. Et donc, qu'est-ce qui va changer? Alors, ce qui va changer, c'est une question d'échelle. Si on est sur un petit produit qui nécessite une petite équipe, là, on peut peut-être même abandonner totalement la notion de projet en tant que tel. C'est une équipe qui va gérer un produit. Donc au départ, oui, on est plus ou moins en mode projet parce qu'on est en train de construire quelque chose. Et puis dès que l'on a construit quelque chose, on va rentrer en mode maintenance. Donc il y a des différents nouveaux besoins qui vont arriver, des corrections à faire. Et puis on peut avoir des évolutions, des nouvelles idées. On peut faire grandir notre produit. Mais tout ça, au final, c'est des choses à faire sur le produit. Voilà, donc on va avoir une grande liste de choses à faire sur le produit qui vont être ordonnancées, priorisées par rapport à la valeur qu'on espère que ça va nous apporter. Et corriger un bug, ça apporte de la valeur, autant potentiellement que rajouter une nouvelle fonctionnalité. Donc voilà, ça s'arbitre et au final, c'est juste des choses à faire sur le produit. Donc on peut s'abstraire de la notion de projet quand on est sur un petit produit avec une petite équipe et juste, avoir des choses à faire. Ça devient plus compliqué quand on est, sur un produit plus gros qui va, faire travailler, 5, 10, 15, 20, 50 personnes, 100, 200. Sky is the limit. Donc on a plein, plein, plein de personnes qui vont être concernées sur ce produit. Là, oui, OK, peut-être qu'on va construire des sous-équipes parce que, c'est très dur de gérer, comme ça, une équipe de 50 personnes d'un coup, évidemment. Donc on va avoir des sous-équipes, qui vont alors soit être des équipes par module. Voilà, je m'occupe de tel périmètre de mon produit et je vais le gérer comme étant un sous-produit à part entière. Alors évidemment avec des dépendances, mais pourquoi pas? Et puis on va pouvoir créer des projets, OK, qui vont pouvoir se lancer dans le cadre de notre produit. Mais encore une fois, c'est une question de hiérarchisation, c'est une question de subordination. Notre projet en tant que tel a pas forcément de valeur. Notre projet a de la valeur par rapport au produit. Et donc, à l'instant T, on va pouvoir lancer un projet. Mais ce n'est pas parce qu'on l'a lancé qu'on va forcément arriver jusqu'au bout. Et peut-être qu'à un instant T, on va se dire, OK, stop, on arrête sur ce projet-là. Le produit vit toujours, mais l'évolution qu'on avait prévu de faire, on en a fait suffisamment, ou il y a quelque chose avec plus de valeur qui vient d'arriver. Donc, la différence majeure que l'on va pouvoir trouver quand on est en culture produit, c'est qu'on n'hésite pas à stopper les projets. Ça, c'est une grande différence. Et puis, encore une fois, la maintenance, elle est intégrée vraiment au cycle, de vie du produit. Tout du long du cycle de vie du produit, la maintenance est partie prenante. Encore une fois, il y a des choses à faire sur le produit, indépendamment de comment vous les qualifiez, que ce soit de la correction, de la microévolution.
il y a des choses à faire sur le produit. On veut faire grandir notre produit, on veut faire en sorte que notre produit apporte plus de valeur. Priorisons les différentes choses à faire sur notre produit. Et ce qui est très important dans tout ça, donc c'est vraiment la notion, la présence de notre product manager. On a vraiment besoin de quelqu'un qui pilote le produit, pas différents chefs de projet qui vont fonctionner indépendamment les uns des autres. Alors encore une fois, oui, on peut avoir besoin de chefs de projet, peu importe, mais en tout cas, on a, quoi qu'il en soit, besoin d'une personne au-dessus qui garde la vision globale du produit et qui soit capable de dire ça on fait pas, ça on arrête, ça on relance, là il faut mettre le paquet là-dessus. Voilà, on a besoin de cette personne qui va être capable de gérer le produit en tant que tel sur la durée. Et puis un point qui est très important, il faut, si on veut avoir un produit qui vive vraiment dans le temps, il faut pouvoir se garder du temps pour innover. Et cette part de temps que l'on va se donner pour pouvoir innover, elle va augmenter au fur et à mesure du temps. Plus notre produit est vieux, plus si on veut qu'il continue à être à la page, il va falloir innover dessus. Donc il faut bien garder ça en tête. Notre produit doit être innovant. Et l'innovation, ce n'est pas quelque chose qui va être juste au tout début du projet. L'innovation, c'est un processus continu et c'est un processus qui va nous demander de plus en plus de temps au fur et à mesure que notre produit va vivre. Et encore une fois, à un moment, on va se dire oui, mais là, non, ça coûte trop cher d'innover sur ce produit par rapport à ce que ça nous rapporte. Et c'est le moment d'arrêter notre produit. Donc oui, 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 encore une fois, les deux notions projet et produit vont coexister, probablement. Mais on ne parle pas, là, quand on est en train de parler juste de notion projet, notion produit, on est en train de parler, si vous vous rappelez la pyramide de Diels, et on reviendra dessus un petit peu plus tard, on est au niveau stratégie, on est au niveau des actions, on n'est pas au niveau de la culture. Dans l'entreprise, il ne peut avoir qu'une seule culture. D'accord ? Et donc, l'important, c'est d'être en culture produit, donc on sait bien que ce sont nos indicateurs principaux. Par contre, oui, stratégiquement, on peut avoir besoin de faire des projets, de suivre stratégiquement en tant qu'outil, utiliser le projet vraiment en tant qu'outil. Mais le projet devient un outil et ce n'est plus la finalité de notre travail. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors du coup, je vais avoir deux points de réflexion qui m'ont été envoyés en privé par Mustapha qui sont intéressantes. Mhm. Le premier aspect, c'est sur, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on entend très souvent, c'est la notion de qu'un produit crée le besoin. Finalement, c'est tiens, on va créer un produit et du coup, de toute façon, ça va créer nos utilisateurs. Donc, c'est pas forcément comme ça qu'il a voulu me l'expliquer, mais je pense que cette remarque-là est intéressante parce que parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Donc, du coup, quel serait ton point de vue là-dessus? Est-ce que, de toute façon, un produit va forcément trouver ses utilisateurs ou pas? Alors, ma réponse là-dessus, c'est d'une startup, par exemple. Ma réponse là-dessus, c'est toutes les méthodes d'innovation, en fait. Oui, un produit crée le besoin, ça peut effectivement arriver, hein. Là, on est vraiment quand on est dans de la vraie innovation, quand on est dans de l'innovation disruptive. Alors, disruptive, un mot extrêmement galvaudé, surutilisé, parfois très mal utilisé par des personnes qui n'y connaissent peut-être pas grand-chose, mais oui, l'innovation disruptive, ça existe et on est vraiment dans le cas où on crée le besoin. Mais l'innovation disruptive, elle ne se fait que très, très, très rarement en mode je lance un gros projet sans jamais consulter le moindre utilisateur, j'investis des millions et des millions et des millions d'argent dessus et au bout de 3 ans, je sors un produit et ce produit déchire tout. Oui, peut-être que ça existe de temps en temps. Mais les vraies innovations, ce n'est pas comme ça qu'elles se passent. Les vraies innovations, les startups qui décollent par exemple, ce n'est pas comme ça qu'elles fonctionnent. Parce qu'au départ, les millions et les millions, elles ne les ont pas. Donc, ce qui va se passer, c'est que justement, on va mettre en place tous ces éléments de culture produit pour construire des tout petits produits, parfois même des faux produits. On parlerait de prototypes. Non, ce n'est pas une faute de français, hein, je vous parle bien de prototype. C'est une manière de tester une idée sans forcément dépenser des millions pour créer le vrai produit derrière. Et, et l'idée, c'est de justement être au plus proche de nos utilisateurs pour valider nos idées au fur et à mesure.
Donc voilà, pour les 2-3 axes de réflexion par rapport à cette remarque très pertinente. Oui, 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 on peut sortir des produits qui bouleversent tout, mais la plupart du temps, ces produits ont été construits justement en se rapprochant de nos, alors pas de nos utilisateurs, là pour le coup de nos utilisateurs potentiels, pour essayer de bien cerner, bien comprendre comment notre produit va pouvoir tout bouleverser sur son passage. Et la plupart des produits qui ont été des très gros succès surprises, il y a eu énormément de phases de test avec des utilisateurs potentiels. Et justement, il n'y a pas eu j'ai défini un périmètre et 3 ans après, j'ai fait exactement ce périmètre. J'ai eu une intuition, j'ai eu des idées, je construis des petits bouts, je les valide au fur et à mesure auprès de mes utilisateurs cibles, de mes utilisateurs potentiels, de mes utilisateurs tests, j'ajuste, je reconstruis, je repars, je fais marche arrière, etc., jusqu'à arriver à quelque chose que j'estime pouvoir être commercialisable. Ok, j'ai une autre remarque sur l'aspect un peu plus sémantique de l'aspect culture qui, Mhm. du point de vue de la personne, sera remplacé par la notion de mode projet, mode produit, car la définition que tu avais d'afficher était très liée à la notion d'identité. Donc je sais pas si tu veux le traiter maintenant ou peut-être à la fin de la conférence, comme tu le souhaites. Euh, Non, c'est pas faux. Alors pourquoi je parle de culture? Pourquoi on emploie le terme de culture là? C'est parce qu'en fait, on va se rendre compte que des fois, on a beau décréter qu'on est en mode produit, le respect du délai, le respect du périmètre, c'est tellement ancré dans les habitudes d'une entreprise qu'on a beau mettre tout le discours qu'on veut dessus, ça ne changera pas grand-chose. Donc c'est pour ça que dans cette conférence, on emploie le terme de culture. C'est vraiment pour se dire qu'il y a des habitudes très ancrées à changer avant de pouvoir mettre en place un mode produit. Il faut déjà changer des habitudes, changer des perceptions, donc changer de culture d'entreprise. C'est pour ça qu'on emploie. Mais je suis d'accord, le terme peut sembler un peu extrême. Ok, j'ai aussi une question d'Abdoulaye justement pour préciser quelle est la différence entre un prétotype et un prototype. Très bonne question. Alors, je vais essayer de faire. Bon, je la garde pour après, d'accord? On va. Voilà, je vais terminer cette conf et puis après on pourra échanger dessus parce que là on s'éloigne pas mal du sujet. Donc ça reste un sujet moi que je trouve super intéressant, mais voilà, je vous propose on la met de côté et on en parlera une fois qu'on aura terminé ce sujet-là. C'est Parfait, bon? c'est tout pour l'instant sur les questions. Ok. Alors j'enchaîne. Juste, jette un œil à l'heure. Ok. Donc j'enchaîne. Alors la conclusion, mais elle est un petit peu longue. Donc, alors pour pouvoir mettre en place cette culture produit, donc encore une fois, la culture produit, on est au niveau des valeurs, des croyances de l'entreprise, parce que on a fait la culture projet, c'est depuis les années 80 à peu près que ça a vraiment, que c'est ancré dans les entreprises. Donc on a 30-40 ans d'habitude derrière nous. C'est pas juste en décidant comme ça que du jour au lendemain, allez, c'est bon, les indicateurs qu'on suit depuis 40 ans, on les met à la poubelle et on va en suivre d'autres. Voilà, ça ne se décrète pas. Il faut convaincre, il faut pouvoir vraiment l'ancrer, le mettre en place avant de pouvoir vraiment en tirer les bénéfices. Et puis, il y a trois éléments assez importants qui vont nous aider à mettre en place la culture produit. J'ai envie de parler des 3 piliers de la culture produit sans lesquels c'est très, très, très difficile de le mettre en place. On a alors d'abord l'agilité. Voilà, l'agilité, les méthodes de travail agiles, les différents frameworks agiles, donc je mentionnais Scrum tout à l'heure. Oui, ce sont des éléments qui vont vraiment nous aider à déployer la culture produit parce que l'agilité, elle nous permet de construire le bon produit. D'accord? Donc l'agilité nous offre cette souplesse de découper notre produit en différentes fonctionnalités, de se poser la question de la valeur, de se poser la question de la priorisation, de se poser la question de comment construire le plus petit produit possible qui me permet déjà d'aller vérifier les choses auprès de mon utilisateur. Donc voilà, tout ça, les démarches agiles nous aident, nous permettent, elles sont donc bah, totalement compatibles et j'ai presque envie de dire indispensables pour la mise en place de la culture produit.
Alors, c'est très bien de construire le bon produit, mais encore faut-il construire le produit bien. Et donc là, on va pouvoir se tourner vers un deuxième pilier qui est le craftsmanship. Le craftsmanship, l'artisanat du code, qui est, alors pour le faire de manière très raccourcie, c'est tout ce qui va tourner autour de la qualité, faire du bon code. Parce que effectivement, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire évoluer notre produit. Et pour faire évoluer notre produit de manière simple, il faut que notre produit soit bien construit. Retoucher du code de qualité, c'est facile. Retoucher du code qui a été fait en dépit du bon sens parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on avait des contraintes, etc., c'est très compliqué. Très compliqué, ça veut dire que ça coûte très cher, que ça va prendre beaucoup de temps, que ça va nous mettre en risque, parce que peut-être que si je touche quelque chose par là, ça va faire exploser quelque chose de l'autre côté. Donc le craftsmanship va nous fournir tous les outils justement pour faire des produits qui vont pouvoir vivre dans le temps. Dans la notion de craftsmanship, il y a vraiment cette notion de durée. On s'inscrit dans la durée quand on est sur ce type de démarche qualité. Effectivement, vous faites un produit jetable, vous faites quelque chose qui ne va servir qu'une fois et qui va être mis à la poubelle, peu importe la qualité, bon, ok, ça tourne, c'est peut-être suffisant, vous n'allez pas le faire évoluer. Mais dans la culture produit, on est vraiment dans une notion qui s'inscrit dans la durée, donc on a besoin de cette qualité-là. Et puis le troisième point, ce qui me permet de faire un petit coucou à Mickaël qui est connecté, le troisième point qui nous intéresse, c'est le troisième pilier, pardon, ça va être le DevOps. Et le DevOps, ça va nous permettre de mettre facilement en production notre produit. D'accord. On l'a vu, ce qui nous intéresse, c'est la satisfaction des utilisateurs. Il faut donc très rapidement, quand on a construit quelque chose, aller vérifier qu'on ne s'est pas planté et que c'est bien ça dont nos utilisateurs ont besoin. Et le DevOps va pouvoir nous y aider. Donc le DevOps, c'est un ensemble à la fois de pratiques et d'outils, c'est plus une philosophie, une manière de s'organiser pour pouvoir mettre rapidement et à moindre frais en production. Craftsmanship, agilité, DevOps, ce sont des piliers qui sont, encore une fois, à mon sens, indispensables pour pouvoir tirer l'ensemble des bénéfices de la culture produit et donc être certain de respecter nos 3 plus 1 indicateurs indispensables qui sont donc le retour sur investissement, qui sont la satisfaction de nos utilisateurs, qui sont être sur le marché au bon moment et qui sont la qualité. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire, de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je termine juste très rapidement sur un petit slide, c'est l'instant publicité indispensable qui me permet de vous dire que donc SOAT vous propose tout un tas d'accompagnements justement autour de cette notion de culture produit, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si jamais vous pouvez trouver des choses qui vous intéressent. Je vous remercie et Grégoire, y a-t-il d'autres questions? Alors, j'avais une question en privé de Capucine, mais comme la question est intéressante, même si j'ai répondu, je vais te la poser pour que tu puisses y répondre aussi de ton point de vue. D'accord. Je vais essayer Euh, d'y répondre de la même manière que toi, on essaiera d'être cohérent comme ça. Ça marche tout à fait. La question était, en fait, finalement, elle avait une remarque comme quoi, très souvent, on dit que les méthodes agiles sont des méthodes qui sont faites pour la gestion de produits. Et c'était sa remarque, et du coup, pourquoi est-ce que c'était ça? Et pas. Tout à fait, parce que d'entrée Alors, de jeu, juste pour préciser, oui. faut qu'elle était adaptée uniquement à la gestion de produits. Ben, ouais. En fait, les méthodes agiles, elles vont nous dire, OK, votre projet, il a ces 3 contraintes, périmètre, machin, tout ça, très bien, mais si vous ne respectez pas le périmètre, ce n'est pas très grave. Bon, je caricature, hein, bien évidemment, mais déjà, d'entrée de jeu, quand on vous présente Scrum et qu'on vous dit, notre variable d'ajustement, c'est le périmètre, oui, ça match directement avec la notion de produit. Forcément, on n'est plus dans la notion de projet où intrinsèquement, le respect du périmètre, c'est au cœur de la notion de projet. Et on va se dire, non, ce qui est important, c'est de construire le bon produit. Et peut-être que notre périmètre tel que défini au départ, il n'est pas le bon. Donc, oui, bien évidemment, on peut mettre en place de l'agilité en mode projet, hein, pour reprendre le terme mode projet dont on parlait tout à l'heure. Oui, on peut mettre en place de l'agilité en mode projet, mais en se disant que y a au moins un des indicateurs du mode projet qui est plus si pertinent que ça. Donc,
Voilà, oui, c'est une manière de faire du projet, mais en dynamitant déjà un petit peu le mode projet et de fait, l'agilité, au final, c'est pour construire et pour faire vivre des produits indépendamment, de si on les construit en faisant des projets ou pas. C'est pas une notion qui est si importante que ça, le projet en agilité. En espérant, Grégoire, ne pas avoir dit n'importe quoi par rapport à ta réponse. Globalement, j'ai à peu près dit pareil. J'ai dit qu'en effet, ça faisait partie des méthodes propices sur la gestion de produits, mais quand elles avaient été créées à l'origine, elles étaient aussi là pour la gestion de projet. Donc c'est pas l'agilité n'est que pour le produit. Ça peut faire pour les deux. C'est juste que ça apporte encore plus de valeur avec du produit. Tout à fait, parce que si on se remet d'un point de vue historique, hein, les méthodes agiles, on est dans les années 90, on est au cœur de la culture du projet à ce moment-là. Donc de toute manière, oui, c'est né dans ces contraintes-là. D'autres questions? Remarque d'Abdoulaye, c'est aussi sur la question des produits complexes. Mhm. Donc globalement, je pense que sa question c'était du coup, enfin, rapport au fait, est-ce que la culture produit est plus utile sur des produits complexes ou sur des produits qui sont extrêmement simples, ou là où peut-être une approche projet serait suffisante. Alors, pour moi, c'est pas tant un souci de complexité qu'un souci de durée de vie. C'est plus la différence entre produit jetable et produit qui va vivre. Après, si on est sur un produit complexe, souvent la stratégie qu'on met en place, c'est de découper, notre produit en domaines fonctionnels et donc en sous-produits et voilà, avec toujours un product manager qui assure la cohérence du tout. Effectivement, bon, si on est sur des, petits produits, c'est, peut-être que le mode projet, peut suffire. Mais encore une fois, moi, c'est plus sur la notion de durée de vie. Je pense qu'à partir du moment où on est sur quelque chose qui va durer, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, oui, bon, bah, au final, on ne sait pas vraiment. Oui, bah, dans ce cas-là, il faut être d'entrée de jeu en mode produit. Si on sait que, bah, je reprends mon exemple tout à l'heure, hein, on travaille sur une vitrine de Noël pour un site de e-commerce, OK, demain on le fout à la poubelle. Bon, bah, très bien, on peut se contenter, d'avoir une réflexion uniquement projet. Mais voilà, je pense que la vraie différence, c'est pas tant sur la complexité, c'est sur la temporalité. Parfait, il n'y a pas d'autres questions. J'ai envoyé sur le chat le lien d'un questionnaire de satisfaction si jamais il y a des personnes qui veulent bien nous donner du feedback, on est preneur. Et pareil, si tu as un dernier mot pour conclure, a priori on est bon. Non, bah, je vais vous remercier et puis alors je vais juste, voilà, pour ceux que ça intéresse, revenir sur la différence entre un prétotype et un prototype, juste pour vous expliquer heu, donc effectivement où se situe la subtilité. On va dire, le prétotype, c'est un sous-ensemble de prototypes. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, l'idée, c'est de tester la validité. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça peut marcher? Le prétotype, c'est vraiment une idée, de faisabilité d'un point de vue enfin pardon, c'est plutôt une idée d'intérêt pour les utilisateurs. L'idée, c'est vraiment d'être capable de valider une hypothèse que l'on a en dépensant le moins d'argent possible. Et pour que ce soit, clair, je vais juste vous donner un exemple. Donc un exemple, alors j'ai plus les dates exactes, mais on est dans les années 80, on est chez IBM et IBM veut sortir un produit qui s'appellera par la suite, Speech to Text, donc qui est un des premiers produits de reconnaissance vocale. En gros, ce qui vous permet de dicter du courrier à votre ordinateur. À l'époque, c'était ça l'ambition. Donc Speech to Text et faire un prototype de ça, bah, ça coûte horriblement cher parce que ça veut dire déjà être obligé de mettre sur la table des millions de dollars pour développer les algorithmes de reconnaissance vocale, pour aussi éventuellement développer des micros suffisamment sensibles et bon marché pour que le produit puisse se vendre à grande échelle, etc. Donc voilà, en termes de recherche et développement, faire un prototype, même avec une interface moche, même avec, voilà, juste vraiment ça marche, pour montrer que ça marche, ben, ça coûte très très cher, alors qu'on n'est même pas certain qu'il y ait un usage derrière. Donc comment faire pour vérifier qu'il y a un usage, vérifier que les gens s'en serviront et que ce sera pratique pour eux de s'en servir
sans dépenser d'argent. Eh bien, on va faire le tour des bureaux d'IBM, on va aller recruter quelques secrétaires, on va les mettre devant des ordinateurs sans clavier, juste avec un micro, et on va leur demander de dicter des lettres à l'ordinateur qui est en face d'eux. Et ça s'écrit sur l'écran. Tout ce que la secrétaire va dicter. Alors oui, on est dans les années 80, donc ce sont plutôt un personnel féminin, en l'occurrence, pour les secrétaires. Et tout ce que les personnes vont dicter, bah, ça va s'afficher à l'écran. Bien. Et alors, comment ça marche? Ben, on n'a rien dépensé, en fait. On a juste relié le micro à un casque dans le bureau d'à côté où une personne entend ce qui est dit et tape le texte qui va s'afficher sur l'écran de la secrétaire. Et l'objectif de tout ça, c'est pas de vérifier si techniquement on est capable de le faire, c'est juste de vérifier si jamais on est capable de le faire, est-ce que les gens arriveront à s'en servir? Donc, est-ce que c'est facile, par exemple, de faire la différence entre effacer le mot précédent et écris-moi effacer le mot précédent? Est-ce que c'est instinctif? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que, voilà, est-ce que les gens s'y retrouvent? Et s'ils s'y retrouvent, alors on peut envisager de mettre de l'argent pour développer un prototype et pour se poser la question de: «OK, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut investir de l'argent?» Donc c'est vraiment ça l'idée d'un prototype, c'est un petit peu de ruser pour, sans avoir créé de produit, essayer de vérifier que notre produit intéresserait des gens. Et des fois, ça peut être des trucs très, très bêtes, hein. Ça peut être juste, je vous décris, le produit que j'ai envie de faire sur une page web et je vous demande de mettre votre adresse mail si vous voulez être tenu informé du développement du produit. Voilà, bah, ça, c'est une manière, hein, très bête, alors là, je simule pas un comportement, mais je suis en train de voir, est-ce qu'il y a un intérêt? Si au bout de 6 mois, j'ai récolté 3 adresses mail, je peux me dire que c'est pas vraiment intéressant de me lancer dans le développement. Par contre, si au bout de 3 semaines, j'ai 500 000 personnes qui sont inscrites, je me dis: «Ah, il y a de l'intérêt pour mon produit, c'est un bon indicateur, allons-y, tentons quelque chose». Donc voilà, c'est vraiment quand on est dans le prototype, on est en train déjà de construire un produit, même imparfait, même moche, même peut-être juste une preuve de fonctionnement, mais on est en train de créer un produit. Quand on est dans le prototype, on est même avant ça et on est en train de se demander: «Est-ce que ça vaut le coup de créer ce produit?» Voilà, en espérant avoir pu, répondre à la question. Alors, petite dernière question, je pense, pour conclure, Ouais. c'est qu'il y a un aspect sur la confusion entre le MVP et le lotissage dans certains aspects. Oh! Oui. Je ne sais pas si on a prévu une conférence sur les aspects de Lean Startup pour bien expliquer ce qu'est un vrai MVP, Alors, mais voilà, c'est à deux oui, minutes. il y aura bientôt, il faut juste qu'on fixe la date, une conférence qui s'appelle «Adopter l'innovation continue», qui revient sur ces notions de MVP. Mais effectivement, MVP, c'est Minimum Viable Product. Vous excuserez mon accent déplorable. Donc, c'est le plus petit produit viable. Viable, ça veut dire qui marche. Ça veut pas dire, c'est pas valuable, c'est pas le plus petit produit qui apporte de la valeur. Donc, un MVP, c'est quelque chose de tout petit qui est juste là pour valider des hypothèses. Ce n'est pas quelque chose qui est là pour apporter de la valeur. Et très souvent, dans les entreprises actuellement, effectivement, on emploie le terme MVP en lieu et place du terme lot 1. Voilà, c'est un glissement de sens, alors que le MVP, ça sort en quelques jours, quelques semaines, grand maximum. C'est pas, «Ouais, c'est bon, j'ai mon premier MVP, il sort dans 6 mois». Non, non, là, tu as juste un lot, hein. Alors ce qui est bien, ce qui se respecte, hein, effectivement, il faut lotir, il faut se poser ces questions, il faut, frugaliser nos applications. Mais c'est pas ça la notion de MVP. La notion de MVP, c'est vraiment lié aux notions d'innovation et c'est vraiment là pour valider des hypothèses, vérifier qu'on est sur le bon chemin. Merci pour ce teaser de la prochaine fois dans ce cas. On va avoir fait le tour de l'horloge, donc je pense qu'on va pouvoir conclure. À la fois de l'horloge et des questions, très bien. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, et à vous souhaiter une bonne fin de journée. Au revoir à tous.